Alors le deuxième projet retenu est un projet porté par la société CS qui est concepteur, intégrateur, opérateur de systèmes critiques. C'est une entreprise que j'imagine vous connaissez tous. Société dont le siège est implanté pas très loin d'ici, au Plessis, qui travaille déjà pour le ministère de l'Intérieur, pour le ministère de la Défense, pour des grands groupes comme CNES, Pratt & Whitney, Airbus, Safran, enfin toute l'industrie aéronautique, c'est à peu près 1800 personnes. CS qui travaille aussi sur des systèmes de défense aérienne, sur des systèmes de radionavigation, sur des systèmes de cybersécurité. Alors le projet retenu par CS, le projet retenu de CS se nomme Boread. C'est un projet qui s'est appuyé lui aussi sur une détection, on va dire multisenseur, multisenseur avec là aussi des briques technologiques existantes avec des radars avec de l'optronique. On y a rajouté donc un senseur thermal notamment, une tourelle qui va se déplacer pour suivre sa cible. Évidemment aussi du brouillage radio pour perturber les systèmes de navigation du drone. Un système donc qui peut presque tout faire, qui est modulable. Est-ce qu'on peut dire qu'il est déjà opérationnel ? Il est déjà opérationnel. Il fallait, voilà, donc, et le système est présenté par Denis Chaumartin, directeur de projet donc, chez CS. Denis, c'est à vous. Voilà. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Bon, le projet s'appelle Boread. Donc Boread, c'est un nom qui n'est pas très connu. Il faut remonter à la mythologie grecque pour connaître la racine du mot. Donc les Boréades, ce sont Calaïs et Zétès, ce sont les fils de Borée, le vent du Nord. Et ces personnages de la mythologie donc, ont permis de chasser les harpies, donc des buffets du roi Phiné. Les harpies, ce sont des êtres maléfiques, des divinités de la dévastation. Elles sont dites plus rapides que le vent et insaisissables. Ça ressemble beaucoup aux drones qui ont survolé nos centrales fin 2014. Hop là, excusez-moi. En arrière, s'il vous plaît. On est allé un peu trop vite. Voilà. Machine arrière sur la slide. Bon. Lorsqu'on a vu passer l'appel flash drone, donc début 2015, donc on avait un challenge technologique à résoudre, donc sous forme d'un certain nombre de caractéristiques liées aux drones. Donc les drones sont de petite taille, donc ça veut dire qu'ils auront des signatures, des signatures faibles, et donc certains oiseaux par exemple vont ressembler aux drones, donc ça c'était un des problèmes. Ils sont de structure composite, donc ils présentent peu d'écho-radars. Ils ont des vélocités donc faibles à nulles, et ça aussi c'est gênant pour les radars classiques qui aiment bien détecter sur le Doppler. Ils ont des cinématiques complexes. Ça va nous imposer un tracking complexe également. Des propulsions souvent électriques, donc ça fait peu de bruit et ça s'échauffe peu. Ça aussi, c'est un peu gênant. Donc ce sont des systèmes qui sont pilotés ou en vol autonome. Donc ils ont ou ils n'ont pas de liaison avec le sol. Ils ont une précision importante en termes d'objectifs, car on peut les programmer par des positionnements ciel, GPS, GLONASS ou Beidou. Donc il faut vraiment, en cas de menace, arriver à dévier leur trajectoire. Et puis, donc, ils ont une capacité on a une capacité de multimonace. Les drones peuvent évoluer vers le même objectif en même temps, donc il fallait une riposte de type multimonace. Et pour rappel, donc, plus de 100 000 drones par an vendus en France, donc la menace devient de plus en plus importante. Il y a quand même des points faibles. Sur ces drones, ils ont quelques points faibles. Donc déjà, ils sont vulnérables parce qu'ils sont petits, légers, donc ils n'ont pas de blindage ou quoi que ce soit. Et puis, donc, ils ont besoin, pour naviguer, de leur centrale inertielle, ils ont besoin donc, de signaux qui indiquent leur position ou le guidage du télépilote. Donc nous, on a fait le choix. On a fait un certain nombre de choix donc, pour arriver à les détecter et les neutraliser. Donc, vu qu'il n'y a pas de sensor, on a fait le constat assez rapidement qu'il n'y avait pas de sensor vraiment idéal pour détecter ces petits objets. Donc, on a fait le choix de partir en multisensor. Donc, on fait donc de la détection multisensor, du tracking multi-cible, de l'identification multi-cible. On a fait le choix de laisser l'homme dans la boucle, donc un opérateur humain
donc, est là pour analyser la menace et pour engager les armes. Ce sont des armes, ça a déjà été dit à plusieurs reprises, donc ce sont des armes de type brouillage, elles sont soumises à réglementation, d'où la nécessité d'une personne qui enclenche le dispositif. Donc, côté CS, on a apporté une centralisation de la supervision. Donc, choix des armes douces, des solutions donc, flexibles, évolutives, donc, qui sont là pour couvrir toutes les configurations, longue portée, moyenne portée, couverture événementielle. On a fait le choix aussi de vraiment viser des systèmes de maturité importante. Nous, on a visé en 1 an donc, de faire un système opérationnel, donc des solutions qui soient vendables. Donc le coût était important dans nos choix technologiques et on a été ouvert à la coopération internationale. Voilà, donc sous forme d'un graphique, on retrouve des structures classiques des systèmes de combat. Donc en bas à droite, donc, vous avez une supervision qui va fédérer tous les systèmes à gauche qui sont là pour la détection radar, détection panoramique thermique, détection optronique. Au centre, en haut, donc, les tourelles d'identification et de poursuite, et donc la phase de neutralisation électromagnétique. Les caractéristiques principales, on reviendra sur les acteurs, les rôles de chaque partenaire. Donc, au niveau des caractéristiques, donc système fixe ou déployable, donc courte ou longue portée, donc multisenseur avec des performances supérieures au kilomètre sur des petits drones, une capacité donc de prendre le contrôle du drone, soit sous forme de brouillage, soit sous forme de leurrage, on va le voir, donc sur cible simple ou multi-cible avec des distances correctes. On est plutôt dans la limitation des effets de nos armes pour ne pas avoir d'effets collatéraux. Une capacité de localiser le télépilote grâce à notre fonction leurrage, et puis donc des capacités d'enregistrement légaux et de coordination des forces d'intervention sur le terrain grâce à un outil qui s'appelle Crimson que vous pourrez voir sur notre stand. Donc on a démarré à peu près en mars-avril 2015 et on a fait nos premiers essais donc, cette année en mars 2016 sur le site du CEMA qui est près d'Aix-en-Provence, avec une configuration un petit peu différente de ce que vous allez voir aujourd'hui. Donc on avait malgré tout du radar, de l'optronique, des tourelles et du brouillage. Voilà donc la démonstration dynamique que vous allez avoir aujourd'hui, donc ce qui est sur notre stand. On a amené 2 systèmes. Un système donc longue portée sur la gauche, un système moyenne portée sur la droite. Donc côté radar, on a l'habitude de travailler avec un partenaire historique de CS, donc qui est FLIR System, et c'est la branche canadienne qui nous fournit les radars. On a pu tester au total 4 ou 5 radars de chez FLIR. Donc on a aujourd'hui le R20 qui est le radar le plus performant en termes de portée. Et puis un radar à droite sur la solution middle range, donc un radar qui s'appelle R6SS qui est vraiment fait pour la lutte anti-drone. Donc il est en rotation, couverture 360 degrés. C'est une couverture obtenue par balayage mécanique et balayage électronique combiné. C'est un radar très très moderne. Il a en plus une couverture en site qui est intéressante. Donc on a 2 consoles, vous verrez des consoles très abouties, réalisées par notre partenaire Epcots. Donc elles sont là sur le stand. 2 tourelles de poursuite donc, qui viennent de FLIR Suède. À gauche la HDC, à droite la HRC. Donc ce sont des tourelles très abouties. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution à faire sur ces tourelles pour qu'elles accrochent les drones. Et en bas au centre, donc, on a une tourelle de brouillage que nous a réalisé notre partenaire MC2. Donc vous aurez le système de brouillage soit sous forme d'une tourelle asservie à la cible, soit sous forme d'un pistolet qu'ils ont amené, une espèce de fusil qui permet de brouiller de manière portative des drones jusqu'à 300 mètres. Là, on peut brouiller jusqu'à 1000 mètres. Alors, ce que vous ne verrez pas en dynamique, mais que vous verrez sur notre stand, donc il y a plusieurs systèmes innovants. Donc déjà, le spoofing GPS, c'est-à-dire le leurrage GPS. Donc on a beaucoup travaillé sur le sujet. Donc aujourd'hui, vous savez que c'est
compliqué, voire même complètement interdit de le mettre en œuvre en France. Mais en tout cas, ça valait le coup d'investiguer cette technologie qui est vraiment intéressante pour prendre le contrôle d'un drone qui est en mode préprogrammé. Donc le spoofing, qui peut être de type urgence pour le faire dévier d'une trajectoire en cas d'urgence extrême, ou un smart spoofing qui est là pour aller rechercher la position du drone, puisque le drone va chercher tôt ou tard à regagner sa base, regagner sa maison, et on est capable, nous, de lui faire croire qu'il a déjà rejoint sa maison. Voilà. On a aussi donc beaucoup travaillé sur la limitation des effets indésirables du leurrage. En bas à gauche, vous avez le Vigiscope 360. Donc ça, c'est un senseur courte portée, donc on estime qu'on va être performant à 500-600 mètres sur les drones. C'est la première fois qu'on le montre à la presse et aux autorités, donc il a fait l'objet de brevets. C'est un senseur donc, on a travaillé avec HGH aussi, qui nous a rajouté la composante thermique. Senseur très haute résolution, c'est l'équivalent de 15 GoPro, pour tout le monde connaît les GoPro à 8 mégapixels. Donc on a l'équivalent de 15 GoPro qui nous permettent à la fois d'avoir une très bonne résolution et d'avoir une évaluation de la distance par des recouvrements de champs, donc par triangulation. Donc le Vigiscope, on l'a amené, il est visible sur le stand. Enfin, en bas à droite, donc, on a l'outil de gestion de crise de Crimson, réalisé par notre filiale Diginext. Cet outil permet de fédérer donc, les forces, et Crimson, qui est issu d'un projet européen, donc qui est totalement opérationnel. On utilise d'ailleurs dans Boread ou dans Crimson la même cartographie de CS qui s'appelle Virtual Geo et qui est un système qui a été adopté par l'IGN Portail 3D ou par toutes les stations au sol du CNES, de maintien en poste des satellites. Merci Denis. Alors on ne va pas assister tout de suite à la démonstration de repérage et d'identification du drone puisqu'on a un mouvement d'avion sur la plateforme. Et on va enchaîner tout de suite avec le troisième projet et puis on reviendra tout à l'heure pour la présentation donc, d'identification du drone. Donc troisième projet retenu est le projet SPEED. Merci. Alors le projet SPEED est mené par un consortium de 18 partenaires industriels. Donc là ça fait beaucoup de monde, on va peut-être pas tous les citer mais on va les voir apparaître à l'écran. On a en gros des PME, un grand groupe et un laboratoire de recherche, hein, si on résume à peu près. Et c'est Eric Georges donc, qui va nous présenter le projet SPEED. Vous êtes président fondateur de Robust, qui mène ce projet. C'est à vous. Merci Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, un grand consortium, mais la volonté lors de la réponse à l'appel à projet, c'était de couvrir vraiment toutes les facettes de l'appel. Donc typiquement tout ce qui était scientifique, technique, mais également tout ce qui était études stratégiques et également tout ce qui était la partie légale et la partie sociétale. Et ça, c'est la Fondation pour la recherche stratégique qui l'a menée. Naturellement, il fallait également faire voler des drones. Donc c'était déjà la SNCF qui était notre partenaire dans cette opération, puis sa compagnie Redbird. Donc typiquement, le projet était porté par le groupe Biblos. Robust est une filiale du groupe Biblos. Moi, j'ai fait tout le management scientifique et technique. On a regardé très près la partie détection acoustique. C'est une brique à laquelle je crois beaucoup, mais comme on vous l'a montré tout à l'heure et vous le verrez à travers mes résultats, il y a encore des choses à faire. On a la partie également optronique, mais la volonté, ce n'était pas d'utiliser des grosses tourelles comme vous avez vu, c'est plutôt des objets beaucoup plus simples et beaucoup plus compacts. On a la partie radiogoniométrie, donc là on écoute les ondes, et ça c'est assez puissant, puisque typiquement on est capable de détecter et de voir des choses très loin, je vous donnerai des résultats. On a un partenaire qui a fait toute la partie intégration au niveau d'un serveur central qui récupère toutes les alarmes, et là on fusionne les alarmes pour essayer de réduire au maximum le taux de fausses alarmes. On a un partenaire, Columbus Network, qui s'occupait de toute la valorisation du projet. Et donc au niveau end-user, on en avait 6, la gendarmerie, le GIGN, la gendarmerie des transports aériens, c'est eux qui ont mené toutes les enquêtes sur tous les événements que vous avez connus, l'armée de l'air à travers sa défense aérienne, puisque typiquement ça rentre dans leur périmètre très clairement, et puis 2 opérateurs civils, l'aéroport de Lyon, c'est clair que la problématique pour les aéroports est vraiment très sérieuse et très réelle, enfin nous on le pense, et enfin la SNCF. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Donc le contenu du projet. En fait, mon idée c'était de partir de solutions assez innovantes et pas forcément repartir de technologies radar, optronique et autres comme ce que vous avez vu. On voulait vraiment redévelopper des choses nouvelles,
mais quand même aller très loin pour en faire des démonstrateurs opérationnels, voire même des produits finis, ce qu'on a réussi à faire. Donc on est parti au niveau de la conception et de la réalisation d'un système basé sur différentes technologies. Elles ont toutes forcément des forces et des faiblesses, mais ça je pense que vous en avez conscience. À la fois pour faire la détection et la localisation, et comme vous l'avez vu tout à l'heure, les gens vous l'ont évoqué, la partie neutralisation. Pour la partie neutralisation, il y a quand même un sujet juridique derrière qui était réel. Donc moi j'ai surtout poussé une solution où en fait on contrôle la situation, c'est-à-dire qu'on prend la main sur le drone et en gros on va le poser là où on souhaite, c'est ce que vous verrez tout à l'heure. Donc pour le reste des systèmes de neutralisation, en fait on a fait un état de l'art vraiment très très complet, on en a 140 pages. On a fait la revue en partant des systèmes d'armes classiques, on a regardé tous les systèmes les systèmes d'armes à énergie dirigée. On a regardé également tout ce qui est système de filet. On a également regardé tout ce qui est système de projection de matière. Et on a regardé également toute la problématique d'utiliser des oiseaux. Notre emblème d'ailleurs pour Speed, c'est un rapace, donc on a vraiment balayé large. Cette étude permettra au SGDSN à l'État d'avoir une bonne visibilité sur les systèmes de neutralisation. Nous, c'est clairement notre feuille de route pour les étapes suivantes en système de neutralisation quand on verra comment évolue la législation. Naturellement, développer les choses, aller à des démonstrateurs, encore faut-il après les tester, les valider. Donc on a mené de nombreuses campagnes d'essais. Les premières, ça a été d'acquérir des signatures. C'était important à la fois du côté optronique, mais surtout du côté acoustique. Puisque typiquement, c'est plutôt des gens qui avaient travaillé dans le domaine de la bioacoustique, donc typiquement détecter des oiseaux, des animaux, mais pas forcément des drones. Derrière, on a fait d'autres campagnes naturellement pour valider et tester les différentes briques, et puis ensuite on a fait des évaluations système. Donc évaluation système, on en a fait à la campagne, mais on a également travaillé sur des sites très représentatifs d'une ville. On a fait une campagne sur le site de Sissonne. On a donc également mené une étude complète au niveau juridique et sociétal. Bon, au niveau sociétal, au niveau France, il n'y a pas trop de choses, mais on a travaillé pas mal avec des bases de données anglaises et américaines. Et sur la partie juridique, on est allé jusqu'à développer un concept d'emploi. Donc typiquement, à être force de proposition vis-à-vis du SGDSN et de l'État, pour dire à notre sens, c'est comme ça qu'on verra les choses. Donc on vous l'a dit tout à l'heure, les ordres de grandeur, pour notre part, le budget global était d'1 163 000 € et le SGDSN a participé à hauteur de 374 000. Alors les challenges, il y en avait quand même pas mal. C'était effectivement de piloter ce consortium de 18, mais bon, en étant très dynamique, ça a été jouable et faisable. Réussir à intégrer toutes ces variétés de senseurs qui ont émergé au cours du temps, on ne les connaissait pas trop au départ, pas leurs caractéristiques. Notre volonté, c'était de faire un système vraiment très simple. Donc on a beaucoup travaillé sur les IHM parce qu'on sait pertinemment que les gens qui vont utiliser ça ne seront pas forcément des gens dont ce sera le métier, et surtout ils n'auront pas forcément le temps de se former à utiliser des systèmes lourds. Les bases de données, j'en ai parlé, on a commencé à les construire, mais c'est clair qu'il y a de nouveaux drones qui vont sortir, il y a plein de choses qui vont évoluer, il faudra continuer de les maintenir à niveau, c'est un vrai sujet. On cherche à respecter la légalité, ça je vous l'ai dit, et donc ça c'est un sujet aussi qui va perdurer dans le temps. Et puis la qualification sur les sites réels, il fallait être capable d'aller faire les essais sur ces sites, et ça a quand même pris du temps, à la fois pour faire voler les drones comme vous voulez les faire voler, parce qu'on a fait des vols de jour et de nuit, mais également avoir accès à ces sites. Donc qu'est-ce qu'on a réalisé en fait? On a réalisé des systèmes qui sont ils sont vraiment fiables et performants, vous le verrez. Le fait d'avoir d'utiliser différentes technologies, c'est très complémentaire, on prouve que c'est vraiment intéressant. L'architecture est très modulaire, et donc on peut travailler à la fois sur des sites statiques, mais surtout se déployer facilement. Ça, c'était une des priorités que j'imposais à mes partenaires, la partie déployable. On peut s'adapter complètement au site, c'est des petits outils, donc on peut en mettre quelques-uns sur un tout petit site, sur un très grand site, on peut mettre beaucoup de capteurs. Et on également, c'est un système qui est ouvert, donc on est typiquement capable d'intégrer de nouveaux senseurs, à la fois pour la détection, mais également la neutralisation. Alors la facilité d'usage et d'emploi, ça passe quand même déjà par le poids, donc typiquement notre système complet actuellement pèse 60 kg, dans tout son ensemble, et en gros on le déploie en moins de 30 minutes. Certains outils sont même déployés en 5-10 minutes. On couvre des problématiques civiles et militaires. Le militaire a apparu, mais vous avez vu les événements récents, mais naturellement nous on y pensait de manière certaine. Et on a fait donc ces essais à la fois à la campagne, mais ça c'est un petit peu facile, entre guillemets. La vraie problématique, c'est d'être capable d'intervenir dans les villes. L'aspect coût, ça c'était aussi une de nos priorités, c'était rendre accessibles ces outils, parce que je pense que quand vous faites la cartographie de la menace et le nombre de sites à protéger, il y en a quand même beaucoup.
Donc, soit on utilise des systèmes déployables, soit on utilise des systèmes sur site, mais à bas coût. Donc, typiquement, cet ensemble de dispositifs permet soit d'utiliser les capteurs tout seuls, soit regroupés sous SPID, et là, on a un système complet. Et en fait, on détecte à la fois les drones, mais également les pilotes. Alors, la partie optronique, ce n'est pas du tout des tourelles avec des moteurs, des choses tournantes. On voulait des choses simples, rudimentaires, pas d'entretien. Donc, on est sur un concept de tourelles qui ont une vision panamorphique, donc à 360 degrés. On les éloigne à peu près d'une vingtaine de mètres. Donc, vous avez une vue stéréoscopique, c'est comme les yeux d'un homme. Donc là, on détecte le drone, on arrive à le suivre et à tracer en temps réel sa trajectographie. Donc typiquement, derrière, vous êtes capable, avec ces informations, d'aller commander une tourelle plus grosse si vous voulez faire, par exemple, de l'identification beaucoup plus propre en optronique. Le système est capable de travailler par rapport à des attaques multi-drones, puisque bon, typiquement, tout le monde pense qu'un jour, les gens passeront par cette étape-là. Et au niveau portée, on a plutôt développé au niveau de cet outil quelque chose qui a moyenne portée. Bon, typiquement, on est dans les 500 mètres, mais atteindre des distances médium, c'est-à-dire le kilomètre, voire un peu plus, on serait capable de le faire, puisqu'il suffirait juste de changer les senseurs. Tout le savoir-faire, en fait, est dans le traitement logiciel qui est dans l'outil. Ensuite, on a la partie radiogoniométrique, donc développée par Rode et Schwartz. Donc, à nouveau, on trouve un système qui est finalement modulaire comme SPID. Donc, typiquement, par rapport aux équipements qu'on aligne, on est capable de faire la détection. On est capable de faire la direction. Donc là, on donne directement la direction où se trouve le drone, mais également les opérateurs pilotes. On est capable de faire la disruption, c'est-à-dire que là, on coupe carrément la liaison de données et le drone se pose et retourne à la maison, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Et enfin, on peut faire de la protection, c'est-à-dire que là, on attaque carrément un créneau de contre-mesure. Le système est panoramique aussi, 360 degrés. Il a une capacité multi-drone. Il peut travailler à courte portée, mais également à longue portée. Donc typiquement, longue portée, pour nous, c'est 3-10 km, voire plus. L'intérêt de ces outils en radiogonométrie, c'est qu'ils sont réellement tout le temps. Ils fonctionnent de jour, de nuit, brouillard, etc. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très important quand on sait que la plupart des vols illicites ont eu lieu de nuit. On a développé un autre outil, c'est-à-dire le partenaire de Rode et Schwartz, Trustcom, qui a développé un outil plus spécialisé dans le Wi-Fi et donc les drones également hybrides. Alors son intérêt c'est quoi? C'est qu'en fait on fait la même chose que Rode et Schwartz, c'est qu'on fait la partie détection, localisation, identification. On travaille à 360 degrés, on peut faire du short range, du long range, donc typiquement aller jusqu'à 10 km. On enregistre tous les signaux, tout ce qu'on détecte. Ça c'est naturellement pour avoir des preuves légales et il fonctionne également en multi-drone. Alors l'intérêt, c'est que sur la partie neutralisation, mais comme la partie identification, en fait, on a acheté tous ces matériels, on a décrypté le protocole d'échange et donc on est capable de monter dans la machine, de récupérer tous ces numéros et donc de l'identifier très clairement. L'étape suivante, c'est qu'on peut récupérer la vidéo en temps réel sans que ces gens-là s'en rendent compte, enfin les opérateurs de drones illicites. On peut enregistrer tout ça comme je vous l'ai dit. Et l'étape suivante, c'est carrément prendre la main sur le drone et le poser dans un endroit où on le récupère via les forces de l'ordre. Ou à la limite, si on estime que c'est un drone vraiment très dangereux, avec une charge utile très dangereuse, on choisit d'aller le cracher dans une zone. Bon, je pense que pour faire ça, vous imaginez bien qu'au niveau juridique, il y a des choses à faire. C'est un système opérationnel qu'on a testé, utilisé dans les situations réelles, donc à la fois en ville, avec du mauvais temps, etc. Et donc surtout, l'intérêt, c'est qu'il est déployable très très rapidement. En gros, en 5 minutes, il est opérationnel. Et qui plus est, il a un très gros avantage, c'est qu'il peut fonctionner en version mobile, donc typiquement intégré sur un véhicule. Donc ça, c'est une solution très importante pour la protection de convois. La partie poste central, donc sur ce poste, en fait, on ramène toutes les informations, toutes les alarmes. On est capable, on a fait également une IHM très simple. On peut le connecter lui-même facilement à d'autres senseurs, voire même le connecter à un autre système de supervision pour un site qui serait déjà protégé par son propre système. En acoustique, alors je vous l'ai dit qu'il nous restait du travail à R&D en faire, mais on a quand même démontré des choses très intéressantes. Bon, la détection, ça c'était clair. Suivre, faire de la poursuite de drones par acoustique, on saura le faire également. Et également la classification. Donc là, typiquement, c'est pour vous montrer, en traitement du signal, traitement temporel, on est capable de sortir des matrices qui permettent d'identifier chacun des drones. Ça, sincèrement, quand on a démarré, ça ne paraissait pas acquis aux gens.
Et ça nous a permis même ces travaux d'aller plus loin, puisque là, vous le voyez, on est même capable de caractériser chacune des séquences de vol du drone. Donc d'une part, on sera capable de dire c'est tel modèle de drone, et en gros, il est à telle séquence dans son vol. Donc conclusion, bien que le projet ait été très ambitieux et jugé par beaucoup très ambitieux au départ, on a réussi à le réaliser, à rendre mature des solutions qui sont vraiment efficaces. Vous les verrez, c'est des produits qui sont opérationnels et qui sont vendables. On a déjà attaqué d'ailleurs les démarches en ce sens. Il y a la partie innovation, parce que c'est des choses qu'on a cherché à développer par rapport à la problématique de drone spécifiquement. On peut le déployer vraiment sur mesure par rapport aux différents sites qu'on cherchera à protéger. Et il y a également toute la facilité de déploiement, je ne reviens pas dessus. On tient à remercier le SGDSN et l'ANR, puisque finalement on était le 3e consortium retenu. Et on remercie également les 2 autres consortiums qui ont beaucoup contribué avec nous pour préparer cet événement avec vous aujourd'hui. Merci à vous. Merci Eric. Donc un système facile à mettre en œuvre. On va tout de suite passer à la phase de détection, identification avec Rida Madani. Un certain nombre d'alarmes qui sont envoyées, qui sont répertoriées sur l'IHM central. Et on peut voir à 360 degrés, donc on a vu un petit pixel où se trouve le drone qui a été détecté. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir ensuite zoomer et étudier la trajectoire pour donner l'information aux forces de l'ordre et aller interpeller d'une part le pilote et d'autre part essayer de prendre des actions de contre-mesure au niveau du drone. Donc sur cet IHM-là, de la même façon, ce que l'on voit, c'est une direction qui donne la direction du pilote et on voit la trajectoire qui est en dynamique de ce qui se passe au niveau du drone. Donc on a 2 choses. On a d'une part une direction qui indique où se trouve le pilote, information qui peut être donnée aux forces de l'ordre pour procéder à une interpellation, une direction au niveau du drone pour pouvoir mettre en place des actions de contre-mesure. Et contre-mesure qu'on verra lors de la partie neutralisation. C'est terminé? Pour l'instant, il est où? Voilà, donc là, on voit toujours les drones qui sont en vol et qui sont détectés avec les localisations des drones et du pilote. Donc là, typiquement, ce qu'on pourrait faire, c'est demander une interpellation du pilote de drone. C'est le pilote qui a été tout de suite repéré. Donc on va passer à la phase de neutralisation. Donc, je pense qu'on va sortir. On continue. Voilà, c'est pas fini. Oui, oui, Rida, je vous écoute. Oui, il y aura eu une autre, la démonstration détection du consortium Boréade entre-temps. Donc là, vous voyez, c'est relativement simple. On est sur des mires donnant... Donc, on voit les directions, du moins sur chacune des IHM, comme vous pouvez le constater, on a des plantes, donc des directions pour envoyer les gens, et on a des mires qui nous permettent de donner les distances relatives des objets, ce qui permet de savoir si les objets sont relativement proches ou relativement loin, et de procéder donc à des interpellations. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? D'autres questions? Tout est dit? Tout est dit. Voilà, donc effectivement, on va passer à la phase... on va revenir avec le projet Boréade qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure, donc sur cette phase... Merci, Rida Madani. Voilà, on revient un petit peu en arrière, donc j'espère que ce n'est pas trop confus dans votre esprit, donc phase d'identification pour Boréade. J'attends que ça apparaisse à l'écran. Alors, Denis, on reprend tout depuis le début? Non, enfin, là, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez sur la gauche en haut, donc la démonstration dynamique, c'est en fait, on s'est connecté à la station, donc le poste de contrôle de la moyenne portée, middle range Boréade, là. Et donc vous avez l'écran principal qui est
haut à droite. Donc c'est normalement un écran qui suffit à lui-même pour afficher toutes les informations issues de tous les autres capteurs et de pouvoir contrôler les armes. En bas à gauche, vous avez l'écran du Spinel, donc le produit HGH, qui est de la poursuite. On voit qu'il est en train de poursuivre le drone, là. Donc les opérateurs nous font en plus un focus sur la piste. Donc le système Spinel, c'est une veille panoramique thermique. C'est un système qui tourne à 2 tours par seconde, vous le verrez sur la piste tout à l'heure. C'est un système donc, qui permet de détecter des objets de quelques centièmes de degrés plus élevés que le fond. Hein. Donc c'est vraiment ultra sensible au niveau comme senseur. Ça couvre une bonne couverture spatiale. Ça présente quelques inconvénients. On détecte un peu les oiseaux. Ça dépend un peu des jours, au niveau aussi des fausses alarmes sur les nuages. Mais dans l'ensemble, c'est un système très innovant, un système français. En bas à droite, vous avez la vidéo qui est technique, c'est une vidéo radar. Donc là, vous avez les plots et pistes qui apparaissent sur donc soit les oiseaux, soit les drones. Et donc la consolidation est faite sur la visu principale en haut à droite. Donc on vient de détecter apparemment donc un objet. Là, ils vont essayer de l'accrocher. Tout ça, c'est automatique. Hein. Dès qu'il y a une piste qui est identifiée au niveau de la tenue de situation, donc il y a pointage automatique des caméras de poursuite et pour identification donc, de l'objet. Il y a une voie visible en haut, une voie thermique en dessous. Là, il y a une fenêtre d'écartométrie qui se met en place. Il y a des pistes fusionnées, donc les objets, on les a à la fois sur le radar et sur le tronique. Ça doit être le F450 qui doit décoller. Voilà, donc il y a le F450. Alors que l'autre drone voilure fixe était en hippodrome. Voilà, c'est le F450 qui est détecté au niveau radar. Donc on le voit sur la voie thermique. Le drone est au niveau des nuages. Voilà, on distingue très précisément le type de drone. Hein. On voit que c'est une voilure tournante. Ça, c'est le F450, c'est un quadriroteur. La signature thermique, on l'a clairement. Là, on le voit clairement, il y a suffisamment de contraste. Même si le drone s'échauffe peu, on voit qu'il y a quand même un contraste important par rapport au fond. Aujourd'hui, il y a des zones sans nuages qui sont le ciel pur et il est très froid, vu en thermique. Donc là, on a un bon contraste. Quoi. Quand on va sur nuage, c'est un peu différent. Qu'est-ce qu'il est censé se passer une fois que le drone est accroché au thermique? Dès que l'écartométrie marche bien, donc on poursuit la piste. Ça permet à l'opérateur de valider si c'est un drone ou une fausse alarme. Et puis, on engage automatiquement les moyens de neutralisation. Donc, on a également une tourelle pointée. Le système est très intégré. Il y a une détection 360, identification par des tourelles qui sont asservies aux pistes et pointage automatique de la tourelle. Donc l'opérateur n'a plus qu'à appuyer ou pas sur le bouton de neutralisation. Voilà, on verra tout à l'heure, on a 2 systèmes de neutralisation, donc un système asservi. L'écartométrie, ça veut dire qu'on essaye toujours de garder la cible au centre de la fenêtre. Voilà. C'est des technos relativement simples, c'est du temps réel. C'est des tourelles qui n'ont pas été développées pour Boread, qui existent. Ce sont des tourelles qui sont incluses dans beaucoup de systèmes d'armes aujourd'hui au niveau militaire. On va passer donc à la phase de neutralisation ou on continue encore que Là, on voit qui soit accroché. Oui. Le Spinel a accroché 2 pistes. Voilà, le signal est accroché sur l'écran de gauche. Là, le drone est en train de se poser, le F450 est en train de se poser. Je vous invite à vous rendre sur le tarmac pour la partie neutralisation.